Bonjour Maurice. Coucou Victor. Alors aujourd'hui on va traiter d'une question qui nous a été posée. Comment prendre du muscle tout en perdant du gras? Alors comme on le sait, la prise comme la perte de masse répondent chez Sapiens à des mécanismes principalement hormonaux. Et souvent, quand on prend de la masse, on prend en même temps du muscle et du gras, et quand on perd de la masse, on perd en même temps du muscle et du gras. Or, certains sportifs, comme les bodybuilders par exemple, exhibent des masses musculaires impressionnantes avec très peu de gras. Bon, alors les bodybuilders, ils ont quand même souvent recours à des méthodes qu'on considère comme délétères, avec du biohacking, des stupéfiants, et des méthodes qu'on considère comme pas très durables. C'est donc pas trop ce qu'on va rechercher chez Sequoia Santé, et en plus, c'est pas très réaliste pour la plupart d'entre nous. Chez les bodybuilders, on a des moments de l'année où ils prennent énormément de masse, avec du muscle et du gras, et puis des phases de sèche impressionnantes. Donc le poids qui fait le yo-yo, des heures de musculation au quotidien, et souvent un recours à des produits dopants de différents types. Aujourd'hui, on va essayer de parler d'une méthode qui nous paraît durable et non délétère, qui ne fait pas intervenir de stupéfiants ou de produits transformés comme la whey protein. Beau programme ça. Alors les stupéfiants, ça va sans dire, globalement ils sont délétères sur le long terme. La whey protein, elle, n'est autre qu'un hydrolysat de protéines de petit lait, et en fait elle consiste à apporter beaucoup de petites protéines dans l'organisme qui vont être absorbées très rapidement, et ça entraîne une forte sécrétion d'insuline et d'hormones de croissance favorables à la prise de muscle. Mais malheureusement, c'est un produit hautement transformé et cela ne nous paraît pas souhaitable dans la recherche d'une solution bénéfique au long cours. Alors Boris, quelles sont les différentes façons de perdre du gras? Perdre du gras, c'est d'une façon ou d'une autre, on va dire, stimuler le catabolisme, c'est-à-dire que le catabolisme, c'est ce qui est le fait de brûler, brûler souvent d'ailleurs de l'énergie pour pouvoir en faire quelque chose. Donc d'une façon ou d'une autre, c'est stimuler le catabolisme. Et donc pour stimuler le catabolisme, d'une part, on peut déjà stopper tous les apports alimentaires. Donc c'est le cas du jeûne. Alors ça peut être un jeûne intermittent. Je ne mange par exemple qu'une seule fois par jour, le OMAD. Et d'ailleurs, on parle de bienfaits du jeûne dans certains de nos podcasts. Ça peut être un jeûne un peu plus prolongé, c'est-à-dire par exemple 48-72 heures de jeûne. Bref, pendant ce temps-là, on ne fait que s'hydrater. On insiste sur l'importance de s'hydrater, même s'il y a une mode de jeûne dit sec. Ce n'est pas notre philosophie chez Sequoia. Donc jeûne hydrique, effectivement, c'est le premier point. Et donc ce jeûne, que ce soit jeûne intermittent en général ou jeûne prolongé, ça marche très bien, effectivement, ça stimule parfaitement le catabolisme, et d'ailleurs certaines voient aussi au niveau des cellules qui permettent la longévité. Bon, bref, ça on parle des bienfaits du jeûne dans un autre podcast. Deuxièmement, il y a le fait de prendre massivement du muscle. Donc, si on arrive à faire une prise massive de muscle, effectivement, ce muscle, il faut bien qu'il se nourrisse. Alors, il se nourrit de protéines, mais il se nourrit aussi beaucoup d'énergie et notamment de graisse. Il a été bien montré que le muscle, lorsqu'on a une forte masse musculaire, ça tape très efficacement dans le gras, notamment quand on est au repos entre guillemets. Chez Sequoia, le repos, il est actif, ou alors on dort, mais donc ça veut dire si on n'est pas sédentaire, et on a parlé suffisamment des dangers de la sédentarité dans un podcast précédent, donc le fait d'être debout, je marche, je prends les escaliers, bref, ces mouvements de très très faible intensité permettent aux muscles de puiser au mieux dans nos réserves de graisse. En tant que tel, les recherches sur la prise de muscle sont pas forcément extrêmement concluantes pour perdre du poids. En revanche, ça marche très bien si on l'associe avec des mesures alimentaires, et ça peut être le jeûne par exemple. Alors là, ça devient très efficace. On pourrait citer troisièmement l'exposition au froid. Alors ce n'est pas des expositions chroniques dont on parle des bienfaits des expositions aiguës au froid, donc c'est-à-dire je me mets vraiment au froid pas longtemps, et puis après je me réchauffe même avec une douche chaude si besoin. Donc on parle d'ailleurs dans un podcast des bienfaits de l'exposition au froid. Eh bien là, même combat, c'est très efficace, surtout si ça vient en complément des mesures alimentaires ou du jeûne intermittent par exemple. On peut vouloir augmenter le métabolisme de base et donc ça rejoint un petit peu l'hypertrophie musculaire, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire je fais un peu de sport, je vais courir par exemple, donc là on n'est pas vraiment dans une hypertrophie musculaire, et je pense par là, en me m'étant remis au sport, je vais un peu une fois par semaine à la salle de sport par exemple, où je cours tous les 2 jours ou tous les 3 jours, et on peut imaginer qu'on va augmenter notre métabolisme de base. Mais en fait, en réalité, il y a une adaptation de ce métabolisme de base par une certaine zone du cerveau, des zones très profondes d'ailleurs, très anciennes, et donc en général, ça ne marche pas.
Dans la même lignée, donc cinquième point, c'est consommer un régime hypocalorique. Donc je vais restreindre les entrées. Alors là, c'est pas le jeûne, hein, c'est-à-dire je coupe pas tout, je restreins les entrées et ce faisant, je me dis que je vais avoir un déficit calorique. Hein. Alors on a suffisamment expliqué qu'il ne fallait pas compter en calories, je vous renvoie vers notre podcast. De la même façon, en fait, il va y avoir une adaptation du métabolisme de base, qu'on appelle encore le taux métabolique de base, par le cerveau, et donc il va le diminuer justement pour l'adapter aux entrées. Donc là, globalement, ça ne marche pas très bien. Par contre, effectivement, certains sportifs qui pratiquent une activité physique intense, donc avec des mesures à la fois sportives et alimentaires, lorsqu'on fait de l'hypocalorique, on peut booster les choses de façon temporaire, mais ce n'est pas quelque chose qui marche isolément en tout cas. Enfin, on peut citer, sixième point, la pratique d'une activité d'endurance, mais de façon intensive, hein, c'est-à-dire je ne vais pas courir une fois par semaine, je vais courir 2, 3, 4 fois, 5 fois éventuellement dans la semaine, hein, donc des grosses activités de type endurance, dont on sait qu'elles font maigrir, hein, ça c'est bien documenté. Elles font perdre du gras, mais aussi du muscle d'ailleurs, et c'est pour ça que les sportifs d'endurance en général compensent par des exercices musculaires de prise de muscle. Hein. Ça, c'est peut-être une autre histoire. Et donc, je vous renvoie sur un podcast qu'on a fait où on parle notamment d'aérobic, d'endurance versus explosif ou HIIT. Alors ça, l'endurance, c'est d'autant plus efficace qu'on fait quelques modifications alimentaires, par exemple jeûne intermittent type 1 repas par jour. Alors là, ça devient extrêmement efficace pour activer le catabolisme. Au total, activer le catabolisme, ça veut dire finalement diminuer la sécrétion d'hormones qui vont augmenter le stockage de graisse, par exemple. Donc ça veut dire diminuer les taux d'insuline qui directement va faire des stockages sous forme de glycogène, mais qui sont extrêmement limités chez Sapiens, qui sont surtout des stockages de graisse. Et deuxièmement, le cortisol qui indirectement va faire monter la glycémie justement aussi en dégradant le muscle et qui derrière du coup va faire sécréter l'insuline qui va stocker sous forme de graisse. Donc on va troquer du muscle contre de la graisse et je vous renvoie d'ailleurs à un podcast sur le sommeil parce que le sommeil c'est un des grands pourvoyeurs de forte sécrétion de cortisol, mais c'est pas le seul hein, bien entendu puisque le cortisol est sécrété massivement aussi dans les sports d'endurance. Voilà je pense ce qu'on peut dire pour perdre du poids en soi. Ok, est-ce que tu peux nous parler maintenant des différentes façons de prendre du muscle ? Alors là, on va essayer de faire un peu le contraire, c'est-à-dire qu'on va chercher à augmenter les hormones qui vont permettre la création, la synthèse, la fabrication de muscles. Hein. Donc là encore, on est sur une logique hormonale. Globalement, ces hormones qui permettent la prise de muscle, c'est la testostérone, l'hormone de croissance, hein, essentiellement. On va stimuler ces sécrétions hormonales en réalisant une activité physique relativement intense, donc un sport en résistance, voire un sport en force. Deuxièmement, il faut bien dormir, c'est très important. Ne pas sous-estimer l'importance de l'activité sexuelle, bien sûr, et manger suffisamment de protéines. Voilà, ça c'est un peu la base pour permettre une bonne fabrication de muscles. Et en plus de ces sécrétions hormonales, il faut éviter de se mettre en situation de déficit énergétique. Donc, en clair, éviter de faire des entraînements d'endurance trop long, hein, ce qu'on appelle cardio-aérobique, hein, ce dont on parlait tout à l'heure à cause du pouvoir catabolique. Deuxièmement, limiter les jeûnes, notamment les jeûnes prolongés, c'est très bon pour la santé, hein, mais là on est dans une optique de prise de muscle, donc c'est pour plus tard. Et enfin, manger suffisamment, bien sûr, alors suffisamment de protéines, suffisamment de graisse, faire des gros repas, des repas nourrissants. Il ne s'agit pas d'aller faire un repas salade avec 3 morceaux de poulet, ça c'est ridicule. Alors tu nous as parlé de l'hormone de croissance et de la testostérone, mais est-ce qu'il ne faut pas un petit peu d'insuline aussi pour prendre du muscle ? Alors, effectivement, ça c'est une question qui est souvent posée. C'est vrai, il faut de l'insuline pour aider à prendre du muscle. On a besoin d'insuline. Néanmoins, les quantités d'insuline dont on a besoin sont extrêmement faibles. Et donc, comme on n'a jamais zéro insuline, même dans un régime cétogène, attention, mais il y en a toujours un petit peu d'insuline pour peu que ce soit un régime cétogène bien formulé, c'est-à-dire avec suffisamment de protéines, par exemple une centaine de grammes par jour pour quelqu'un qui pèse 70 kg, eh bien ces taux d'insuline de base permettent largement la synthèse de muscles. Et ce qui est très important de savoir, c'est que la fabrication de muscles, elle n'est pas dépendante de la quantité d'insuline, elle n'est pas dose dépendante, comme on dit dans le jargon. Contrairement à la testostérone, plus vous en prenez, si vous vous entraînez bien sûr, eh bien, plus vous en prenez, plus vous faites de muscles, contrairement à l'hormone de croissance également.
L'insuline, ce n'est pas dose dépendant, donc un tout petit peu suffit, et ça explique pourquoi on peut tout à fait prendre du muscle avec un régime cétogène. Par ailleurs, il y a un piège, c'est-à-dire que si je mange suffisamment de sucre, de glucides, je vais favoriser la rétention d'eau, alors via le glycogène, mais pas seulement, il y a un effet sur le rein, et on en parle souvent d'ailleurs, et donc cette rétention d'eau va me donner l'impression de gonfler, et notamment de gonfler au niveau musculaire. En fait, il a été montré que les muscles sont beaucoup plus hydratés à ce moment-là, ce qui n'apporte d'ailleurs aucun avantage net, et donc on peut avoir l'impression de prendre plus de muscle que l'insuline, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas du tout. Est-ce que tu peux nous expliquer comment les bodybuilders se retrouvent avec autant de muscles et si peu de gras avant les compétitions? Alors déjà, les bodybuilders d'aujourd'hui ne sont pas entre guillemets si peu gras, surtout si on les compare aux générations précédentes. Il y a eu toute la vague des débuts, oui, on peut dire des débuts du bodybuilding avec Arnold Schwarzenegger notamment, qui avait popularisé ça. Et c'était des époques, alors bien sûr il y avait des prises de substances illicites, mais testo, etc., des injections, mais surtout un régime alimentaire qui était assez pauvre en fait en glucides, en graisse. Et il y a une mode actuellement qui consiste à en consommer de plus en plus, comme c'est le reflet de la société aussi. Et ça se retrouve même dans le bodybuilding. Et en fait, ce que me disait un ami bodybuilder de compétition internationale, il m'expliquait que en fait, aujourd'hui, les bodybuilders arrivent parfois à soulever de plus en plus lourd, mais en fait au prix d'un anabolisme général et d'une prise de gras. Et en fait, ils sont quand même, relativement parlant, de plus en plus gras. Et du coup, la recette, notamment la recette actuelle, alors, elle consiste à faire un anabolisme général, c'est-à-dire à faire une croissance des muscles, mais aussi du gras, donc à consommer suffisamment de testostérone, éventuellement d'hormones de croissance. Parfois, il y a même des injections d'insuline, mais on peut provoquer des shoots d'insuline simplement en consommant des sucres. Et donc, en fait, de nombreux bodybuilders de compétition, attention, on ne fait pas une généralisation, hein. Il y a plusieurs mouvements, on pourra en reparler au sein du bodybuilding aujourd'hui, mais un certain nombre d'entre eux donc, font un anabolisme général très important, donc une très grosse prise de masse musculaire et donc avec des entraînements très très forts aussi, bien sûr. Hein, de toute façon, vous pouvez prendre de la testo, vous ne ferez jamais de muscle si vous vous entraînez pas. Donc il y a un très très gros entraînement derrière et parallèlement, il y a une prise de gras relativement importante à cause notamment de la surconsommation de protéines parfois et surtout de la consommation de sucre, de glucides. Et ensuite, donc, il faut sécher tout ça. Et donc l'enjeu derrière, c'est de perdre du gras, mais on perd du gras en perdant du muscle à ce moment-là. Et c'est la période qu'ils appellent de sèche, où ils sont généralement en cétogénèse à ce moment-là, et où il y a en plus souvent l'adjonction d'hormones thyroïdiennes de type T3, c'est pas tout à fait du lévothyrox, mais ça n'en est pas si loin, et qui permet d'augmenter justement très très fortement le métabolisme de base et de faire fondre du muscle, mais ils en avaient beaucoup au départ, donc il en reste quand même beaucoup, et faire fondre la graisse. Donc pour résumer, une prise massive de muscle, une prise importante de graisse, puis on fait fondre un peu les deux, et du coup le muscle reste quand même suffisamment important pour pouvoir gagner la compétition. Nous, on ne recommande pas ça du tout, parce que c'est pas physiologique, hein, évidemment, comme type de stimulation. Alors je disais juste tout à l'heure pour nuancer, attention, on ne fait pas le procès des bodybuilders du tout, hein, on ne fait qu'expliquer ce qu'on voit nous. Moi j'ai pris en charge au niveau médical effectivement, notamment un bodybuilder de compétition. Bon voilà, on vous parle juste de ce qu'ils nous disent et de ce que l'on voit, et simplement il y a des choses intéressantes avec aujourd'hui de nouvelles tendances au sein du bodybuilding dit naturel, où il n'y a pas de prise de testostérone et de T3 par exemple. Et puis il y a des mouvements aussi maintenant de type cétogène, keto bodybuilding, comme quoi c'est possible, même en régime cétogène, de prendre du muscle et d'aller en compétition de bodybuilding. Voilà. Et alors, est-ce que c'est bon pour la santé et la longévité d'être bodybuilder compétiteur? On va se faire tuer par les bodybuilders. Ça dépend quand même du point de vue dans lequel on se place, je crois. C'est ça qui est important. C'est sûr que si on est tenté de répondre globalement non, parce que c'est un peu ce qu'on ressent, mais il faut nuancer un peu. Pour résumer, d'une part, on a vu qu'il y avait donc un certain nombre de substances, testostérone, éventuellement de l'hormone thyroïdienne T3, parfois des hormones de croissance, etc. Plus le fait de prendre massivement et artificiellement du muscle, avec donc des poids totaux, il faut voir, hein, c'est des gens qui pour 1m70 peuvent peser parfois pas loin de 100 kg, hein, on est dans des choses quand même énormes. Et là pour le coup, notre squelette n'est pas du tout, et nos articulations ne sont pas du tout conçues pour supporter au quotidien ce genre de choses. Donc
Ça, plus le mouvement derrière qui consiste à maigrir très très rapidement, faire un gros catabolisme derrière, c'est pas du tout physiologique et on ne recommande pas. Par ailleurs, il faut pirater, hacker, comme on dit, le corps, ça s'appelle le biohacking, parce que l'enjeu pour bien voir les muscles, de bien voir les veines et que ce soit joli pour répondre aux critères des compétitions de bodybuilding, et bien derrière, il faut donc perdre énormément de gras et donc passer en dessous des 10%. Et vous savez certainement que 10%, c'est globalement ce que le corps essaye de préserver. Alors ça dépend des gens, hein, globalement, mais en dessous de 10%, c'est très difficile de passer en dessous de 10% de graisse corporelle quand vous la mesurez par exemple au DEXA. Et du coup, là, il faut arriver à pirater le système pour descendre à 8, parfois même à 6, sachant qu'en dessous de 4, c'est mortel, hein, potentiellement. Donc voilà, attention. Après, il y a le type d'entraînement en bodybuilding. Alors, c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, on va peut-être pas le détailler, mais c'est des entraînements qui sont donc on utilise des poids qui ne sont pas des poids de corps en général et qui vont isoler certains groupes musculaires hein, avec différentes méthodes et qui vont derrière se faire ce qu'on appelle en chaîne ouverte. Et donc isoler des groupes musculaires et travailler en chaîne ouverte, globalement, c'est ce qu'il y a de moins naturel par opposition à un mouvement qu'on appelle le calisthénique et qu'on aime assez, par exemple, hein, chez Sequoia, qui est plutôt un ensemble de sports au poids de corps et en chaîne fermée. Mais bon, je crois que c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que du coup, il y a une fragilité articulaire, une fragilité ligamentaire qu'on peut développer. Bref, même d'un point de vue locomoteur, d'un point de vue musculo-squelettique, ce n'est pas forcément idéal du tout. Et enfin, pour maintenir artificiellement cette masse musculaire qui en fait consomme une énergie phénoménale, qui est bien supérieure à ce que voudrait faire le corps naturellement, eh bien, il faut multiplier les repas par jour, faire 3, puis 4, éventuellement 5. Bref, les bodybuilders passent rarement plus de 4 heures sans apport de protéines, par exemple. Voilà, donc on est vraiment dans quelque chose de pas du tout physiologique. Voilà, donc pour résumer, on peut différencier, là tu parlais de bodybuilder en compétition, non on ne recommande pas, même si on voit qu'il y a des tendances qui vont vers du plus naturel, du plus cétogène, etc. Après, il faut nuancer le bodybuilding en loisir pour des gens qui reprennent le sport, si c'est très bien encadré, qu'un bon coach, un bon entraîneur pour éviter de se blesser, ça peut être une excellente façon de reprendre du sport, de faire de la masse musculaire pour après avoir un bon contrôle pondéral. Donc voilà, je pense qu'il faut bien différencier ces deux cas de figure. Même si chez Sequoia Santé, on recommande quand même plutôt le sport au poids de corps et en chaîne fermée. Ok, et donc est-ce que c'est bon pour la santé et la longévité de vouloir prendre du muscle en perdant du gras avec des méthodes naturelles façon Sequoia Santé? Et oui, c'est la base. C'est-à-dire qu'en fait, justement, c'est une de nos bases. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup. La longévité et la santé en général et le bien-être, mais notamment la longévité, ont été largement corrélés, on ne compte plus les travaux scientifiques bien faits, ce qui est assez rare pour le souligner, qui montrent que la masse musculaire est le déterminant majeur de la longévité. En gros, les gens qui n'ont pas assez de muscles, on le répète souvent, hein, c'est une catastrophe. Donc ça c'est très important. Et deuxièmement, la masse grasse, le gras notamment le gras abdominal, même parfois caché hein, chez les titos, je vous renvoie sur ce podcast qu'on avait fait sur les titos, les maigres gras, eh bien ça, par contre, c'est évidemment l'ennemi numéro 1 aujourd'hui de la santé, de la longévité et du bien-être. Au niveau métabolique, au niveau maladie cardiovasculaire, cancer, enfin, on ne va pas redétailler tout ça ici. Et donc, du coup, augmenter la masse musculaire, diminuer la masse grasse, c'est une des clés essentielles pour la santé et la longévité. Et c'est donc pour ça que c'est une de nos bases essentielles chez Sequoia Santé, bien sûr, et qu'on en parle souvent. On en parle quand même largement dans nos emails des secrets de Sequoia Santé. Et si vous n'êtes pas inscrit à ces emails, alors c'est le moment de le faire. Il y a le lien dans le descriptif et je vous invite à cliquer dessus et vous recevrez régulièrement nos conseils santé, longévité et bien-être. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi devrait ressembler la journée d'une personne qui veut prendre du muscle et perdre du gras? Alors, déjà se réveiller le matin après une bonne nuit de sommeil. Très très important. On a dit le cortisol, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Deuxièmement, ça peut se poursuivre d'emblée par, à jeun, réaliser une petite activité physique, une routine matinale, un programme de mobilité par exemple. Après, on peut le faire à d'autres moments dans la journée, bien entendu. Mais ça c'est intéressant. Ensuite,
évidemment, ne surtout pas être sédentaire. Donc ça veut dire marcher, monter les escaliers, se déplacer à pied, être debout. Voilà. Et donc on parle suffisamment des dangers de la sédentarité dans un podcast, hein. J'espère que vous l'avez regardé, sinon c'est le moment d'aller le voir. Voilà, donc ça c'est un autre point essentiel. Et puis il y a bien sûr implémenter des entraînements physiques, sportifs dans la semaine. Alors ça, c'est pas toujours évident en fonction de l'emploi du temps, mais c'est très important. Et alors, on ne va pas détailler la fréquence, l'intensité, le type. Bon, bref, ça dépasse le cadre du podcast. Simplement, il faut que ce soit suffisamment difficile par rapport à votre niveau. Hein. Donc voilà, pour un débutant, c'est sûr qu'on ne va pas avoir les mêmes exigences que pour quelqu'un qui est déjà pratiquant. Mais donc, implémenter plusieurs entraînements, si possible en force, ou en tout cas au moins en résistance dans la semaine, ce qui n'empêche pas d'avoir au moins d'entraînement en endurance par exemple. Une petite parenthèse, pensez à faire des entraînements qui sollicitent des muscles polyarticulaires si c'est possible, hein. Vraiment c'est important. Alors quitte à le faire en plus, le yoga par exemple, il y a des postures qui sont extrêmement difficiles, ou dans le pilate, ou d'autres types de programmes de mobilité, peu importe, et ils sont très très importants justement pour permettre d'éviter les blessures plus tard. Et d'ailleurs en plus c'est souvent grâce à ce genre d'entraînement de préparation physique plus générale qu'on peut progresser dans un domaine particulier au niveau sportif. Donc entraînement au poids de corps si possible, au moins 2 fois par semaine, ça c'est sûr, et puis manger suffisamment de protéines. Donc on va dire, attention, hein, c'est extrêmement grossier, mais pour quelqu'un qui pèse à peu près 70 kg, eh bien, il faudrait entre 80 et 100 grammes de protéines par jour par exemple. Après ça va dépendre de votre entraînement, ça va dépendre de votre masse musculaire, donc c'est un peu difficile de raisonner, mais on dit en général entre 0,8 et 1 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour, dans le cas le plus général. Attention, ça reste très général. Et puis, être en régime suffisamment cétogène avec suffisamment de graisses animales, hein, et on vous demande dans un podcast si vous mangez suffisamment de graisses saturées, et je vous invite à le visionner si ce n'est pas déjà fait, parce que effectivement ça va être la base pour la synthèse des hormones issues du cholestérol, les stéroïdes, dont la testostérone, dont on a besoin absolument pour faire du muscle. Voilà, ça c'est la base. Après on peut rajouter tout ce qu'on veut, il y a plein de choses très intéressantes, s'exposer un petit peu au froid, faire de la relaxation, de la méditation, bon, voilà, mais je pense que c'est un plus. La base, il me semble que c'est plutôt ça. Alors qu'est-ce que tu proposes de faire si malgré tout ça, on ne prend toujours pas de masse? La première erreur qu'on peut voir parfois, c'est de ne pratiquer qu'un sport d'endurance et pas assez de résistance, voire de force. Et donc, ce serait une erreur parce qu'effectivement, l'endurance, c'est très bon pour plein de choses, hein, c'est pas la question. Et puis, on est censé être endurant, Homo sapiens. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose de très catabolisant. Et donc, au final, en fait, il y a, par le cortisol, etc., globalement, une dégradation musculaire. Alors, pas de tous les muscles, hein, mais d'une bonne partie des muscles quand même. Donc, ça peut tout à fait empêcher la prise de muscle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les plus grands compétiteurs en endurance, qui font des Ironman, qui font des super trails, etc., derrière ont toujours au moins un entraînement, parfois 2 par semaine, en résistance ou en force pour une prise musculaire. C'est ce qu'ils appellent des cross-training. Alors ça peut être du crossfit, mais ça peut être tout à fait autre chose, c'est du cross-training. Ensuite, on peut augmenter la fréquence des repas, hein. Par exemple, passer à 2 repas par jour si vous n'en preniez qu'un, à 3 si vous n'en preniez que 2. Donc ça peut être une des choses à faire. Attention, en prenant garde à ne pas manger trop de glucides, bien évidemment, hein. Ensuite, on peut augmenter la quantité de protéines par repas, parce que peut-être que la quantité que vous consommez est insuffisante. Alors, on peut même la compter, pas tous les jours, mais de temps en temps pour s'assurer, être sûr, hein, qu'on n'est pas en dessous des apports nécessaires pour permettre de faire du muscle. Il y a aussi l'aspect qualitatif, donc quantité certes, mais qualité des protéines. Et on n'insistera jamais assez sur le fait que les protéines les plus utiles, les plus efficaces sont de loin les protéines animales. Et donc dans ces protéines animales, typiquement l'œuf et la viande, notamment la viande rouge par exemple, voilà, c'est très très bonnes protéines. Ensuite, vérifier la quantité de sommeil. On l'a vu, hein, le sommeil, s'il est insuffisant, empêche une bonne récupération, fait sécréter du cortisol qui détruit derrière une partie du muscle. Bon, bref, on ne pourra jamais progresser au niveau musculaire sans un bon sommeil, donc au moins 8 heures. Et si ça ne suffit pas, ça dépend. Il y a des gens pour qui il faut 9 heures, notamment sur des périodes très sollicitantes comme des périodes de prise de muscle, hein. C'est comme des période très très forte au niveau cognitif, intellectuel. On peut avoir besoin de plus pendant quelques temps. Par ailleurs, le sommeil
participe à faire sécréter de la testostérone et de l'hormone de croissance. Donc vous voyez à quel point il est vraiment important pour la prise de muscle. Alors on avait parlé des entraînements en force tout à l'heure. Alors sans rentrer dans les détails, il y a des fibres musculaires dites rouges, dites blanches, et certaines sont subdivisées en sous-parties. Bon, d'une façon générale, on va dire des sports en force, c'est-à-dire on va développer sa force maximale après un bon échauffement, attention, dès le premier effort, et donc avec des séries plus courtes. Donc ça peut être intéressant, ça entraîne un certain nombre de lésions microscopiques au niveau du muscle, et pendant les périodes de repos, eh bien, le muscle va réparer ça, et en réparant, il va comme se préparer à être plus fort, en disant « Ouh là là, je me suis fait dépasser par telle intensité d'activité, donc je vais réparer pour faire plus fort. » Donc ça c'est intéressant, c'est un peu le contraire de certains comportements modernes d'Homo sapiens, hein, mais bon bref, en tout cas notre corps lui il n'est pas bête, et donc ça va permettre justement d'hypertrophier. Et ça amène un autre point qui est celui de la récupération. Très important d'avoir des phases de repos, ne pas s'entraîner tous les jours, surtout pas. D'ailleurs, c'est la blessure assurée au bout d'un certain temps. Et deuxièmement, ces périodes de repos, c'est pendant ces périodes-là que le muscle justement va se réparer et s'hypertrophier. L'hypertrophie musculaire, la prise de muscle, en fait, c'est un muscle qui essaye de s'adapter parce qu'il a été débordé, dépassé. Donc il faut le déborder, le dépasser, mais il faut lui laisser le temps de régénérer. Après, il y a des mesures qui concernent l'entraînement à part entière. Donc on en a déjà un peu parlé, mais faire des entraînements qui ne soient pas trop longs. Plus c'est long, globalement, et plus on va sécréter de cortisol, c'est pas ça qu'on cherche. Donc des entraînements qui se rapprochent plutôt du HIIT. Encore une fois, je vous renvoie vers notre podcast si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc ça veut dire des séances beaucoup plus intenses, avec des phases de récupération beaucoup plus courtes, et globalement des séances qui sont plus courtes. En clair, il faut faire des séries plus explosives et aller vraiment jusqu'à l'épuisement musculaire. Voilà, ça c'est vraiment le point clé. Et donc ça veut dire, si vous aviez un entraînement basé en grande partie sur du travail en résistance, passer de plus en plus en force, c'est-à-dire l'explosivité maximale. Bon Boris, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Alors ce qu'on dit d'habitude dans les autres podcasts, comme on l'a vu, ça reste tout à fait compatible avec une prise de muscle et une perte de gras. Cependant, comme on l'a vu, si nos conseils habituels ne suffisent pas, il y a quelques aménagements que l'on peut y apporter. Tout d'abord, faire de plus gros repas, en augmentant les portions de protéines par exemple. Pratiquer plus d'entraînement en force, en limitant le cardio. Prévoir des périodes de repos suffisantes, avec beaucoup d'heures de sommeil. Et si le jeûne est tout à fait compatible avec le maintien d'une bonne masse musculaire, on va plutôt le mettre de côté lorsque l'on cherche à prendre de la masse musculaire. Et surtout, toujours pas de sucre ni de produits transformés. Merci à tous pour votre attention, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également nous rendre visite sur notre site sequoiasanté.com pour voir nos offres et pour vous inscrire aux emails des secrets de Sequoia Santé. On vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous. À bientôt et prenez soin de vous.